Vous vous souvenez de cette petite comédie fantastique déjantée de Columbia Pictures sortie en salle en 1984 et qui, on ne sait comment, a transformé New York en capitale hantée de l'univers? Eh oui, c'était Ghostbusters. Mais derrière toutes ces blagues et cet ectoplasme se cachait une production qui tenait le coup grâce à l'improvisation sous caféine et au génie des personnes privées de sommeil. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 15 anecdotes insolites sur Ghostbusters. Bill Murray improvisait tellement qu'ils ont fini par renoncer à l'arrêter. Bill Murray n'interprète pas de personnage. Il arrive, Sam LeCao et les autres tentent de survivre. C'est dans Ghostbusters qu'il a perfectionné cet art. Peter Venkman était censé être sarcastique et charmant. Murray a examiné ce plan et a transformé Venkman en une véritable machine à improviser. Le studio a tenté de lui imposer des limites. Le scénario a essayé de lui fournir des répliques, mais rien n'y a fait. Certaines des répliques les plus cultes du film n'ont jamais été écrites. On est venu, on a vu, on a batté le cul! Il a enregistré plusieurs versions de cette réplique et ils n'ont pas pu s'empêcher de la garder. On voit bien qu'Aykroyd et Ramos luttent pour rester dans leur personnage. Ils ont vraiment du mal à se contenir. L'improvisation de Murray était complètement débridée, du genre qui donne au film toute sa personnalité. Sans cela, Ghostbusters aurait semblé scénarisé. Personne ne voulait que cela arrive. Ghostbusters dans l'espace, le scénario original de Dan Aykroyd, intitulé Ghost Smashers, ce qui en dit long, ne se déroulait pas à New York, mais dans le futur. Une équipe de chasseurs de fantômes interdimensionnels voyageant entre planètes, dimensions et lignes temporelles comme des chauffeurs Uber du paranormal. Ah, et Stay Puft, ces bonhommes de guimauve géants dont on se souvient comme du point culminant du film, n'étaient à l'origine qu'un des nombreux monstres géants qui sillonnaient les lieux. Le scénario prévoyait également un entrepôt de fantômes illégal qui explose et crée un gouffre de 25 km de diamètre. Ivan Reitman a donc lu tout ça, a adoré le concept et a posé une question très pertinente. Super idée. Vous avez 200 millions de dollars qui traînent. C'était en 1983. Un budget de 200 millions de dollars. C'était comme demander le PIB d'un pays de taille moyenne. C'était tout simplement impossible. Alors, Reitman a proposé une idée complètement folle. Et si, écoutez-le bien, toute l'histoire se déroulait dans le New York d'aujourd'hui? L'histoire de type qui lance une petite entreprise spécialisée dans le paranormal. Problème de loyer. Clients difficult. Un fantôme qui explose dans le couloir d'un hôtel. Soudain, c'était plus drôle, moins cher et bien plus réaliste. Harold Ramos est arrivé pour retravailler les personnages, resserrer l'intrigue et conserver tout l'univers de science-fiction. Dan Aykroyd a adoré. Et voilà comment Ghostbusters est passé d'un space opera à 200 millions de dollars à l'une des comédies new-yorkaises les plus appréciées des années 80. Ivan Reitman a convaincu la Colombie d'accepter un budget qui semblait impossible. Une fois le nouveau concept de situer Ghostbusters dans le New York contemporain approuvé, tous les problèmes de budget ont disparu, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Reitman avait persuadé Aykroyd d'abandonner l'opéra spatial interdimensionnel. Ramis était intervenu pour peaufiner le scénario et l'équipe créative était enfin au complet. Il ne manquait plus que le chèque de Columbia Pictures. C'est là que Reitman a réalisé son plus grand coup de maître en tant que producteur. Demander la Lune et l'obtenir. Lorsque Frank Price, le président de Columbia, a posé la question qui s'imposait, alors, combien ça va coûter? Reitman n'a pas bronché. Environ 25 à 30 millions de dollars. Pour vous donner une idée, c'était 3 fois le budget de Stripes pour une comédie. La plupart des studios l'auraient ri au nez. Mais Price a dit oui. Et ce oui a suffi à Reitman. Dès qu'ils ont eu le feu vert, Reitman et son équipe se sont mis au travail sans relâche. Aykroyd et Ramos ont continué à peaufiner le scénario. L'équipe des effets spéciaux s'est mise à concevoir de toutes pièces des packs à protons, des pièges à fantômes et des bonshommes en guimauve géant. Un processus complet d'effets spéciaux développé en temps réel pour une comédie qui allait devenir l'une des plus coûteuses jamais produites. Le pari de Reitman s'est avéré si payant que Ghostbusters est devenu la comédie la plus lucrative de son époque. Parfois, le meilleur truc de producteur à Hollywood, c'est de savoir exactement combien on peut demander et d'avoir le culot de le demander. L'arbre généalogique de Dan Aykroyd, chasseur de fantômes, et ses connaissances démoniaques artisanales. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Ghostbusters semble si sûr de lui avec tout ce jargon paranormal? Eh bien, c'est parce que Dan Aykroyd en parlait déjà un peu à la maison avec sa famille. Il ne se contente pas d'incarner un homme obsédé par les fantômes. Il est issu d'une véritable dynastie de personnes liées au paranormal. Son arrière-grand-père était un médium reconnu.
Son père a écrit un livre sur les fantômes. La famille organisait des séances de spiritisme. Et tandis que la plupart des enfants grandissaient avec des histoires avant de s'endormir, Dan Aykroyd, Louis, grandissait avec des planches Ouija et des lectures légères sur l'ectoplasme. Alors, au moment d'écrire Ghostbusters, il n'a pas eu besoin d'inventer la pseudoscience. Il maîtrisait déjà parfaitement le jargon paranormal. Mais c'est là que ça devient intéressant. Zul et Vinso, le demi-dieu gardien des portes et maître des clés à la mâchoire carrée, ne sont pas issus de la mythologie. Chris Aykroyd les a tout simplement inventés, mais il leur a donné un côté tellement crédible, tellement antique. Tout le monde a supposé qu'il les avait dépoussiérés à la page 742 d'un obscur manuel de folklore. Ghostbusters n'a pas seulement capturé des fantômes. L'émission nous a vendu toute une histoire du paranormal qui n'a jamais existé. Et honnêtement, on y a cru dur comme fer. Le fantôme de la bibliothèque était tellement terrifiant qu'ils ont dû l'atténuer. Le film SOS Fantôme commence par une bibliothécaire attaquée par un fantôme. Le catalogue flottant, le bruissement inquiétant, une frayeur rapide. Et c'est parti! Oui, c'est la deuxième version de cette scène. L'original était un véritable cauchemar. Le premier dessin du fantôme de la bibliothèque est l'œuvre de Bernie Wrightson, illustrateur d'horreur légendaire. Celui qui a illustré Swamp Thing et qui a quasiment défini l'esthétique de l'horreur sur papier. Et il n'y est pas allé de main morte. Ce n'était pas un vieux bibliothécaire inquiétant. C'était un bibliothécaire monstrueux, démoniaque, maléfique, qui entra vos rêves. Ils l'ont tourné, ils l'ont monté, ils l'ont projeté à des publics tests en février 1984. Et ses spectateurs n'ont pas ri. Ils n'ont pas été choqués. Ils n'ont même pas crié. Ils ont reculé. Comme si on les avait littéralement tirés en arrière de leur siège. L'ambiance dans la salle était à la consternation. Pourquoi nous avez-vous fait ça? Pas vraiment la réaction escomptée pour une comédie. Du coup, l'équipe des effets spéciaux a tout repris à zéro, adouci le design, retourné toute la séquence de transformation, atténué la terreur et en a fait le petit effet de surprise rapide qu'on connaît aujourd'hui. Cela a donné lieu à une ouverture parfaite qui dit « Oui, ce film a des fantômes, de vrais fantômes, mais nous vous promettons que vous survivrez. » Stay Puft a nécessité 3 artistes et 50 gallons de mousse à raser et a failli tuer quelqu'un. Le bonhomme Guimauve Stay Puft est adorable. Un cousin Michelin géant et sucré, tout droit sorti du pays des bonbons. Vous aviez envie de le serrer dans vos bras, de le dévorer. Et surtout, vous ne vouliez pas être à sa place. Le costume était si immense et tenait tellement chaud qu'il a fallu 3 acteurs différents pour le porter en alternance. Bill Bryan, qui avait également participé à la conception du costume, s'occupait principalement des déplacements et des sourires. Mais chaque fois que Stay Puft devait piétiner, brûler ou exploser, les cascadeurs professionnels Tony Seary et Bill Couch Jr. prenaient le relais. Il s'avère que provoquer le genre de destruction dont aucun dessert charismatique et dodu ne devrait être responsable exige du renfort. Et il n'y avait pas qu'un seul costume. Il a fallu en fabriquer 3. Tous lourds, tous transpirants, et tous de véritables fours à guimauve à peine ventilés, offrant une visibilité et une mobilité déplorables. Mais le vrai chaos est arrivé à la fin, avec l'explosion de guimauve. Cette substance gluante qui s'abattait sur New York n'était pas de la guimauve, c'était de la mousse à raser. 50 gallons, William Atherton, Walter Peak. Le type qui coupe le réseau électrique comme si c'était sa vengeance personnelle, était censé être trempé de cette substance. Mais Atherton avait un instinct de survie bien aiguisé. Il a demandé s'il pouvait faire un essai en laissant tomber le produit sur un cascadeur. Bonne idée. L'équipe des effets spéciaux pensait que la mousse à raser retomberait doucement, comme des plumes de la neige ou quelque chose d'agréable. Mais en réalité, elle s'est abattue comme une enclume savonneuse et a écrasé le cascadeur. Atherton a assisté à la scène et a poliment demandé quelques ajustements. Ils ont dilué la préparation, allégé la charge et réussi à éviter de transformer Walter Peak en Walter Pancake. Ernie Hudson a admis plus tard que la crème à raser avait provoqué des irritations cutanées chez toute l'équipe après des heures de tournage. La magie d'Hollywood à son apogée, mesdames et messieurs. Parfois, elle laisse des traces, au sens propre du terme. L'équipe de Ghostbusters a tourné des plans un peu partout à New York et a été constamment chahutée. Filmer Ghostbusters à New York, c'était comme tourner dans une ruche, et l'équipe ne respectait pas les règles. De nombreuses scènes extérieures, notamment le montage de la célébrité, ont été filmées sans autorisation. Rockefeller Center, Chinatown, les Nations Unies, aucun permis n'avait été obtenu. Le producteur associé, Joe Medjuck, a admis qu'ils avaient tourné la majeure partie du film en une seule journée.
courant à travers Manhattan comme des cinéastes à la recherche de sensations fortes. Sur une scène, on aperçoit un agent de sécurité à leur trousse. Ils l'ont gardé malgré tout. Les scènes importantes, en revanche, étaient légales. Ils avaient obtenu l'autorisation de tourner dans la salle de lecture principale Rose de la Bibliothèque publique de New York, mais seulement de 5 heures à 10 heures du matin. Toute la séquence de la bibliothèque a dû être éclairée, filmée et bouclée en 4 heures. Mais le vrai chaos venait des New-Yorkais. Ils s'invitaient sur le plateau, criaient sur les acteurs et se plaignaient de la circulation. Un prédicateur de rue sur la 5e avenue était si bruyant qu'il aurait fallu le payer pour qu'il se taise. Don's Ghostbusters. Une ligne budgétaire était même prévue pour faire partir le type au mégaphone. Et puis il y avait Bill Murray. La foule se rassemblait et chahutait les acteurs, surtout Murray, jusqu'à ce qu'il interrompe ce qu'il faisait pour raconter quelques blagues. Imaginez un peu, l'un des humoristes les plus appréciés d'Amérique, incapable de terminer une scène parce qu'un type du Queens avait décidé que Murray lui devait un sketch privé entre les prises. Murray lançait des pics, le public l'acclamait, et les assistants réalisateurs, pris de panique, s'efforçaient de respecter le planning de tournage. C'était chaotique, bruyant et d'une authenticité savoureuse. Voilà pourquoi New York a des allures de personnages à part entière. Les packs de protons étaient tellement lourds que les acteurs devaient avoir un chiropraticien sous la main. Bon, maintenant, oui, les packs de protons, ils ont l'air cool. C'est satisfaisant quand ils s'allument. En Porteron, par contre, c'est une autre histoire. Imaginez du CrossFit avec une bonne dose de sciatique. Les packs à protons les plus sophistiqués, avec leur lumière et leurs composants électroniques fonctionnels, pesaient entre 14 et 16 kg. Certains membres de l'équipe juraient que les versions entièrement équipées avoisinaient les 23 kg. Au début, il n'existait pas de version allégée, si bien que les acteurs ont passé des heures à arpenter New York avec des réfrigérateurs sanglés dans le dos, sans pouvoir faire face. Bill Murray a qualifié l'expérience de pénible, lorsqu'il a dû en remettre un pour Ghostbusters. L'héritage, il a requalifié l'expérience en torture. Tu traverses la rue? Dan Aykroyd, d'ordinaire s'y enjoué face à tout ce qui touche aux fantômes et au surnaturel, acquiesça d'un ton neutre. C'est comme ça qu'on sait que c'était raté. L'équipe en a fait une blague récurrente. Après chaque prise, ils se regardaient, épuisés, comme des dockers, et marmonnaient. Bon, c'était la dernière prise, c'est sûr. Ce n'était jamais le cas. Finalement, des sacs à dos en caoutchouc ont été conçus pour les cascades, afin que l'équipe cesse de souffrir le martyre entre les prises. Et pour le reboot de 2016, forte de son expérience des traumatismes dorsaux subis par les Ghostbusters depuis des décennies, l'équipe a fabriqué des chaises spéciales avec des rainures destinées à maintenir le sac, permettant ainsi aux acteurs de s'asseoir sans s'effondrer comme des spaghettis trop cuits. Winston était censé être un vrai dur à cuire jusqu'à ce que le studio le rétrécisse du jour au lendemain. Avant même qu'Ernie Hudson n'enfile une combinaison, Winston Zeddemore devait jouer un rôle majeur dans Ghostbusters, dans le scénario pour lequel Hudson a auditionné. Winston avait un passé bien défini, ancien major de l'armée de l'air et expert en démolition. Et si Eddie Murphy, le premier choix pour le rôle, avait accepté, Winston aurait probablement eu son propre thème musical et une scène de poursuite. Ray, quand on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Mais la veille du tournage, Hudson a reçu un nouveau scénario. C'était une pâle copie de celui qu'il avait signé. Winston n'apparaissait qu'à la page 68. Son histoire complexe avait disparu, ses grands moments aussi, et son évolution personnelle également. Le studio décida d'étoffer les rôles des stars confirmés Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramos, véritables icônes de la comédie et succès commercial incontestable. Le message était clair. Le studio misait tout sur le trio du SNL, et Winston en fit les frais. Son personnage fut repensé pour devenir l'homme ordinaire. Ernie Hudson a toujours été franc sur la brutalité de ce changement, mais malgré toutes ses réécritures, Winston devint un chouchou du public. Il méritait davantage de temps à l'écran, mais Ernie Hudson a su rendre indispensable un rôle secondaire sans que sa dignité n'en soit la moindre atteinte. Le générique était tellement entraînant qu'il a déclenché une véritable bataille juridique. Le thème de Ghostbusters n'a pas seulement envahi les ondes en 1984, il a aussi donné lieu à l'une des querelles musicales les plus mesquines de la décennie. Ray Parker Jr. a eu l'idée en regardant une publicité ringarde en fin de soirée avec un slogan humoristique incitant à appeler un auditeur. Eureka! Qui appelait? Il s'est précipité au studio et n'avait que quelques jours pour finaliser le morceau. Et c'est là que les choses se sont corsées.
Les réalisateurs utilisaient I Want a New Drug de Huey Lewis and the News comme musique temporaire pendant le montage. Ils ont même demandé à Huey de composer le thème officiel. Il a refusé, car il travaillait déjà sur la bande originale de Retour vers le futur. Les producteurs ont alors montré à Parker des images avec la chanson de Louis Wyss en fond sonore et lui ont dit « Composez-nous quelque chose comme ça ». Parker a relevé le défi. La chanson a fait son entrée au Billboard Hot 100 à la 68e place en juin 1984 et a atteint la première place en août, où elle est restée pendant 3 semaines. Le film a même été nominé aux Oscars. Il vaudrait mieux appeler les Ghostbusters. Oui a alors remarqué que le rythme lui semblait étrangement familier. Lewis a poursuivi Parker et Collier Pictures pour plagiat en 1985. L'affaire s'est réglée à l'amiable pour un montant non divulgué, estimé à environ 5 millions de dollars, les deux parties signant un accord de confidentialité. Affaire classée. On passe à autre chose, non? Sauf qu'en 2001, Huey est apparu dans l'émission Behind the Music de VH1 et a mentionné l'accord à l'amiable, chose qu'il n'aurait absolument pas dû faire. Parker l'a poursuivi pour violation de la confidentialité et a gagné. D'après Parker, il a obtenu une belle somme cette fois-ci. Aujourd'hui encore, la chanson est toujours créditée à Ray Parker Jr. Aucun changement de nom n'a été mentionné. Mais le procès est devenu presque aussi légendaire que le morceau lui-même. C'est toujours un tube, et ça le restera. Qui allez-vous appeler les Ghostbusters? Le combat qui a donné naissance aux véritables Ghostbusters. Avant l'invention des packs à protons, la plus grande bataille de l'histoire des Ghostbusters ne s'est pas déroulée à New York, mais dans une salle de réunion. Columbia Pictures n'était pas propriétaire du nom Ghostbusters. Cet honneur revenait à Filmation, le studio à l'origine d'une série télévisée pour enfants de 1975, Ghostbusters, mettant en scène 2 détectives humains et un gorille nommé Tracy. Eh bien, beaucoup de gens l'ont fait. Hein? Alors, quand la Columbie a commencé à tourner sa comédie fantastique, elle s'est heurtée à un mur. Pendant le tournage, l'équipe a enchaîné les titres provisoires comme Brise fantôme, Exploiteur de fantômes et Exterminateur de fantômes. En gros, tous les noms qu'on trouve sur les déguisements d'Halloween bas de gamme à la caisse d'un supermarché. Le problème, c'est que toute l'équipe du plateau criait SOS fantôme pendant les scènes de rue. Bref, la Columbie a paniqué, a signé un chèque astronomique et a acheté la licence du nom à Filmation pour la somme, paraît-il, de 500 $ plus une part des bénéfices. Cher, certes, mais absolument nécessaire. Puis ce fut la guerre des dessins animés. Quand le film est devenu un véritable phénomène au box-office, la Columbie et Filmation ont voulu en profiter. Filmation a sorti sa propre série animée, inspirée de son ancienne série mettant en scène des gorilles, et l'a simplement intitulée Ghostbusters. Columbia et Dick ont répliqué avec leurs propres dessins animés tirés du film. Et pour bien marquer la différence, ils l'ont appelé le vrai Ghostbusters. C'est l'une des querelles de titres les plus étranges et les plus mesquines de l'histoire de la culture populaire. Et honnêtement, on les adore pour ça. Le film Ghostbusters a inexplicablement reçu la classification PG, contribuant ainsi à la création de la classification PG-13. En 1984, la MPAA disposait de 3 classifications. G, PG et Good Luck Kids. Ghostbusters s'est retrouvé en plein cœur de ce chaos avec ses démons, ses chiens de chasse, ses sursauts et un fantôme qui se montrait un peu trop familier avec Ray Stantz. La classification était PG. Emmener toute la famille. La classification PG-13 n'existait pas encore. Et Ghostbusters n'était pas un cas isolé. Indiana Jones et le Temple maudit a fait des ravages parmi les joueurs d'échecs. Gremlins a transformé Noël en un véritable carnage. Mais tout était classé PG et projeté à des élèves de CE2 sans méfiance. Les parents étaient hors d'eux. Le tollé fut tel que Steven Spielberg appela Jack Valenti, président de la MPAA, et lui suggéra de trouver un juste milieu entre divertissement familial et sacrifice humain. Le 1er juillet 1984, la classification PG-13 vit le jour. Le premier film à l'obtenir fut Red Dawn. Mais Ghostbusters eut une influence bien plus grande que la simple création du système de classification. Il devint le modèle des comédies d'horreur à grand spectacle. Effets spéciaux spectaculaires, frissons guarantees, personnages qui font des blagues tout en combattant une terreur surnaturelle. Cette recette fait toujours ses preuves à Hollywood. Pas mal pour un film qui disait aux parents « Détendez-vous, c'est tout public ». Ghostbusters s'est réinventé plus de fois que le bonhomme Chamallow n'a de calories. Certaines franchises s'essoufflent après une seule suite.
Les Ghostbusters ont observé cette tendance et ont déclaré « Non, ça nous va ». 4 décennies, 3 reboots, 2 chronologies et au moins 17 interprétations différentes de ce à quoi l'ectoplasme devrait ressembler. Revenons sur ces résurrections. Tout d'abord, il y a eu Ghostbusters 2 en 1989. L'équipe originale était de retour. Murray, Aykroyd, Ramos et Hudson. Ils ont combattu la vase hantée et un tableau hanté nommé Vigo le Carpathéon. Bref, du classique pour une suite. Le film a rapporté 215 millions de dollars dans le monde, ce qui paraît énorme jusqu'à ce qu'on se souvienne que le premier opus avait presque doublé ce chiffre. Les critiques sont restés indifférents. Le public, fidèle à ses fans, a répondu présent et tout le monde s'est entendu dire que la foudre ne frappe jamais 2 fois la même unité de confinement. Puis, en 2016, Ghostbusters a répondu présent. Un reboot complète. Une équipe 100% féminine. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon et Leslie Jones, avec un nouvel équipement, une ambiance néon et Chris Hemsworth dans le rôle d'un réceptionniste tellement naïf que cela en devient un effet spécial à part entière. Le film a rapporté 229 millions de dollars pour un budget de 144 millions. C'est qui, dans le jargon hollywoodien, signifie qu'il n'a pas été déficitaire. Mais on ne va pas s'en réjouir. La critique a apprécié. Une partie bruyante d'Internet, en revanche, a manifesté son désaccord. Sony est passé à autre chose. Ghostbusters. L'héritage est sorti en 2021 et a pleinement exploité l'affiliation. Les petits-enfants d'Egon, McKenna Grace et Finn Wolfhard, découvrent le matériel de chasse aux fantômes de leur grand-père dans l'Oklahoma rural. Paul Rudd fait une apparition en sismologue / intérêt amoureux / un type qui engloutit des Stay Puffs comme du popcorn. Le film a rapporté 24 millions de dollars en pleine pandémie, soit l'équivalent de 400 millions en temps normal. La critique lui a réservé un accueil plutôt favorable. Le public, quant à lui, a été conquis. 94% d'avis positifs. La nostalgie, finalement, est toujours un filon. Et puis, enfin, il y a eu Frozen Empire, sorti en 2024. Toute la famille était de retour à New York. Murray, Aykroyd, Hudson, Annie Potts, ils ont fait équipe avec les enfants d'Afterlife, ainsi que Camille Noni et Pat Oswalt. Le film a dépassé les 200 millions de dollars de recettes mondiales et a permis à la franchise de franchir le cap du milliard de dollars. La critique est restée froide et le public, Louis, est resté indifférent. 40 ans après sa création, la franchise refuse de mourir. Et à ce stade, elle est peut-être elle-même devenue un fantôme. Le film Ghostbusters a été projeté avec 70% de ses effets spéciaux manquants et le public l'a quand même adoré. Ghostbusters a connu l'un des délais de production les plus serrés de l'histoire d'Hollywood. 13 mois entre le feu vert et la sortie. C'est un délai incroyablement court. C'est un défi. Lors des projections test organisées par le studio pour les dirigeants et les spectateurs, près de 70% des effets visuels étaient inachevés. Au lieu de Slimer, les spectateurs ont vu des amas d'animation temporaires. Au lieu de jets de protons, ils ont eu droit à des gribouillis et des notes disant simplement « téléporté ici ». Au lieu de chiens terrifiants, ils ont vu des ébauches qui ressemblaient à des croquis bâclés par un étudiant en art épuisé par le manque de sommeil. Le public s'en fichait. Il a comblé les lacunes et a adoré le film malgré tout. Ivan Reitman a déclaré que les projections prouvaient quelque chose d'important. Le film n'avait pas besoin de fantômes déjà créés. Il avait besoin des Ghostbusters. Les personnages portaient tout. Pendant ce temps, Boss Film Studios, créé uniquement pour réaliser ce film, travaillait d'arrache-pied, inventant la moitié de la technologie au fur et à mesure. Ils ont terminé juste à temps pour la sortie. Les premiers spectateurs ont supporté des effets spéciaux inachevés à 70% et ont applaudi comme s'il s'agissait déjà d'un chef-d'œuvre, car c'en était un. Rick Morrison et Sigourney Weaver ont quasiment réécrit leurs personnages. Voici un petit secret hollywoodien. 2 des personnages les plus mémorables de Ghostbusters n'étaient pas prévus dans le scénario original. Je veux dire, ils l'étaient, mais ils n'étaient pas encore ces personnages-là. Commençons par Rick Moranis. Louis Tully, tel qu'il était écrit, était un voisin ringard et banal. Correct, convenable, oubliable. Moranis a regardé ça et s'est dit « Et s'il était un comptable qui croit sincèrement qu'expliquer le montage fiscal de quelqu'un, c'est flirter? Alors, c'est ce qu'il a fait. » Il a improvisé la quasi-totalité des dialogues de Louis. La scène de la fête, celle où il coince les invités, leur révélant le prix exact du saumon.
et engageant la conversation sur les contrats de location comme s'il était à un premier rendez-vous, a été tourné en une seule prise. L'équipe a laissé la caméra tourner, car interrompre l'improvisation de Moriani était apparemment contraire au règlement syndical. La deuxième était Sigourney Weaver. La possession de Dana par Zuul était déjà prévue dans le scénario. Les chiens de la terreur, la transformation, tout. Mais Weaver voulait montrer à Reitman exactement comment elle l'interpréterait. Elle est arrivée à son audition et a posé une question inattendue. Et si je jouais la possession comme un chien? Avant même que Reitman puisse répondre, elle est montée sur sa table basse, s'est mise à quatre pattes. À Hurley, s'est mise à mordiller un coussin et s'est totalement investie. Reitman a immédiatement convaincu. Son approche physique du rôle a influencé la manière dont les scènes de possession seraient interprétées. Sauvage, débridé et étrangement comique. Reitman a déclaré plus tard que cette audition l'avait convaincu que Weaver était le seul choix possible. Quelqu'un capable de semer un tel chaos dans un salon était exactement ce qu'il leur fallait pour rendre crédible l'histoire d'une femme possédée par un ancien démon samaritain. Et voilà, 15 anecdotes insolites sur Ghostbusters que vous ignoriez probablement. Partagez votre anecdote préférée dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons et y répondons parfois. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos analyses approfondies des séries et films qui ont bercé notre enfance, nous ont traumatisés et nous font encore citer des répliques cultes des décennies plus tard.